Bienvenue. Il a été élu par ses pairs il y a seulement quelques semaines. Louis Vlavonou, le tout nouveau président du Parlement béninois, a été officiellement investi dans ses nouvelles fonctions ce jeudi au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Dans son discours d'investiture, l'homme met l'accent sur le dialogue pour une décrispation de la crise politique actuelle. Il appelle également les députés à la ponctualité, l'intensification aussi du contrôle de l'action gouvernementale. Nous faisons donc le décryptage de ce discours d'investiture et donc de l'organisation de cette cérémonie. Nous allons donc justement écouter, avant donc le démarrage du débat, Louis Vlavon. Je salue de façon particulière toutes les délégations des parlements étrangers qui ont parcouru de si longs chemins pour s'associer à nous afin de nous témoigner leur amitié et leur solidarité. Je ne peux les citer tous. Votre intelligence m'autorise cependant à nommer mes pairs, présidents du Parlement et aussi les chefs de délégation ici présents. Il s'agit de leurs excellences. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Benin Wede, Stanislas Sankara, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Alban Soumana Kingsford Bagni, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Ghana, Issa Moumouni, chef de la délégation de l'Assemblée nationale du Niger, et de M. Fabrice Fifonsi, chef de la délégation du réseau APNAC. La dénonciation des travers de notre vivre ensemble qui a conduit l'ensemble des forces vives de la nation à souhaiter des réformes dans tous les domaines afin que notre modèle démocratique ne soit plus source d'extension, d'approfondissement de la pauvreté et de la misère au sein de nos populations. C'est dans ce cadre que naît la 8e législature, fruit d'une réforme courageuse de notre système partisan. Ce changement a été préparé depuis plusieurs décennies à travers diverses initiatives. Il a été appelé de ses voeux par mon prédécesseur lors de son investiture en ces mêmes lieux. Le président Adrien Mbedji affirmait en substance ce 15 juillet dont je viens de parler. Je cite: « Je veux proclamer ici l'impérieuse nécessité d'une réforme approfondie de notre système partisan, aboutir à un nombre très réduit de partis politiques au lieu des 200 actuellement dénombrés, les construire autour d'un projet de société, instaurer en leur sein des règles efficaces d'alternance, assurer un financement public conséquent de leurs activités assorti d'un contrôle non moins public, interdire la transhumance, etc. Le tout pour permettre aux partis d'être de vrais socles qui jouent efficacement leur rôle dans l'animation de la vie politique et dans la conquête du pouvoir d'État. Sans réforme d'envergure, le risque est grand de voir notre classe politique disparaître progressivement et à jamais. Fin de citation. Il me plaît par conséquent de saluer les députés de la 7e législature qui se sont saisis de cette aspiration largement partagée pour enrichir notre arsenal juridique d'une nouvelle charte des partis politiques et d'un nouveau code électoral. À l'occasion, ils se sont efforcés de traduire dans ces lois les principales orientations apparues lors de larges consultations des organisations sociales. Et l'objectif majeur a été de doter notre pays d'acteurs d'une démocratie véritable et non de façade, qui transforme nos comportements et améliore nos conditions de vie. Il est heureux qu'ils aient pu bénéficier de la compréhension et du soutien du président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon. Mais des difficultés sont apparues dans la mise en œuvre de ces réformes politiques. Comme cela arrive souvent, lors des premières étapes, elles ont conduit à l'organisation des élections législatives du 28 avril 2019 dans un climat de crispation. Il est regrettable que certains de nos concitoyens aient choisi la violence
pour exprimer leur désaccord et se soient livrés à des actions qu'il convient de condamner avec fermeté et de bannir à jamais. Celles-ci ont entraîné des pertes de vies humaines, des destructions de biens publics et privés, autant de dégâts dont nul ne peut s'honorer, quelle que soit la cause défendue et les frustrations subies. C'est le lieu de saluer la mémoire de nos compatriotes qui ont malheureusement perdu la vie dans ces tragiques événements. Que leurs familles et leurs proches soient assurés de la compassion et du soutien de l'Assemblée nationale. Je saisis également cette occasion pour féliciter et louer la bravure de nos forces de défense et de sécurité qui ont dû intervenir à maintes reprises pour maintenir l'ordre, la sécurité et assurer la libre circulation des personnes et des biens. Comme vous vous en apercevez, la 8e législature est celle de tous les défis. La situation politique dans notre pays nous impose d'élargir notre champ d'action et d'innover. Nous y sommes invités, d'autant plus que les électeurs nous ont envoyé des messages que nous ne saurions ignorer. Par-delà les appréciations partisanes qui grossissent ou minimisent tel ou tel aspect de la réalité nationale, il reste que les conditions de déroulement du scrutin législatif imposent des comportements nouveaux et appellent de notre part une recherche constante des conditions de restauration de la confiance. Celle-ci a été ébranlée, en effet, par des incompréhensions dont la persistance pourrait nuire à la cohésion sociale et à l'unité nationale. Pour diverses raisons, des forces politiques n'ont pu prendre part au scrutin. Elles en éprouvent de légitimes frustrations, source de clivage dans notre société. Le Parlement ne saurait rester indifférent devant une telle situation. Aussi, devons-nous examiner le plus tôt possible les initiatives à prendre pour renouer le dialogue entre les acteurs politiques et ceux dans un climat de sérénité retrouvé. J'y consacrerai tout le temps qu'il faudra, car en la matière, aucun sacrifice ne sera de trop. Par l'ampleur des bulletins nuls, certains de nos compatriotes qui se sont rendus dans les postes de vote ont élevé ainsi une protestation citoyenne dont nous devons prendre la mesure. Il s'agit d'électeurs qui ont fait le déplacement, mais n'ont pu trouver des listes de candidats ou de candidates qui bénéficient de leur confiance. Par le niveau inhabituel des abstentions, les électeurs n'ont guère approuvé ou compris les choix qui leur sont proposés. Il est vraisemblable que les causes de tous ces comportements soient multiples. L'appel au boycott, la nouveauté du système partisan, la restriction des dépenses de campagne, le climat d'insécurité répandu dans le pays, les intimidations et autres ont leur part dans une explication sérieuse. Quelles qu'en soient les causes, il est de notre devoir de députés d'avoir une écoute attentive des préoccupations des populations, de celles des organisations de la société civile et de la diaspora, afin de rassurer tout un chacun et rétablir la confiance en nos institutions. Voilà donc un peu Vigile Arancet, ce que disait en substance Louis Vlavonou ce jeudi au palais donc des gouverneurs à Porte-Nouveau. Cet exercice n'est pas aisé parce que vous savez encore une fois que c'est un parlement pas comme les autres. Ce n'est pas un parlement qui a été élu dans des conditions normales. Et donc, il a calculé, comme on pouvait s'y attendre, ces mots. Est-ce qu'il a pu satisfaire les gens? On l'attendait, n'est-ce pas, sur un certain nombre de choses, notamment la suite, comment le Parlement de la 8e législature, qui en même temps, disons, le fruit de ces problèmes-là, de ces difficultés engendrées par une réforme du système partisan mal articulé, certains ont dit que c'est à dessein. Donc le fruit
de ces réformes-là, et lui-même, Louis Vlavonou, étant, n'est-ce pas, comme désormais ce symbole de ce Parlement à problème. Il a trouvé, même si, vous voyez, on le voit dans deux rôles, à la fois en même temps quelqu'un qui doit pouvoir s'engager à participer à la résolution du problème, en même temps qu'il doit assumer son statut de problème à la fois. Et donc, il a tout au moins, on peut s'en contenter, ouvert des brèches sur des pistes de sortie de crise. Il s'est même offert lui-même en disant qu'il va s'impliquer personnellement à tout prix. Il est même allé jusqu'à dire, je crois, que aucun sacrifice ne serait de trop pour y arriver. Donc c'est tout donné. Et donc on va l'attendre là-dessus maintenant. Vous comprenez que dans ce contexte-là, il ne pourrait pas beaucoup s'engager, n'est-ce pas, pour d'autres pistes, disons, de réforme à l'interne, même s'il ne l'a pas occulté non plus. Hein. Il a sur ce point, par exemple, en parlant des réformes au sein du Parlement même, dit qu'il va emboîter le pas de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Adrien Ngouegui, continuer la réforme du règlement intérieur que Maître Adrien Ngouegui n'a malheureusement pas pu obtenir. Il a peut-être promis, lui également, il a 4 ans, pouvoir y aboutir, mais il n'y est pas arrivé. Et donc, on verra bien si Louis Vlavonou, lui, pourrait gagner ce challenge. Alors, nous allons donc décrypter palier par palier ce discours que nous avons suivi. Saturne Djassou, nous allons donc prendre déjà la charpente de ce discours. Beaucoup de personnes clament le caractère illégitime de ce Parlement, l'illégalité de ce Parlement, que ce Parlement donc est mal vu par certaines chancelleries, que même dans les organismes régionaux, il y a un problème. Mais dans ce discours d'investiture, on découvre que à cette cérémonie d'investiture, il y a quand même des députés d'autres parlements, d'autres personnalités qui ont répondu présent. Des présences qui ont leur symbole dans un contexte sous-régional que nous connaissons. Nous sommes dans une sous-région où l'amitié, la fraternité, la solidarité est prônée. Et ce n'est pas parce que des conditions particulières ont caractérisé l'élection des députés qui siègent au niveau de cette 8e législature que les parlements qui entouraient vont d'office refuser de venir. Rien même en étant présents, ils peuvent manifester leur doléance, leur regret de voir la 8e législature naître dans les conditions qui ont été les siennes, et libre aux Béninois de trouver le génie, de trouver la formule pour restaurer cette démocratie, pour redorer ce blason qui a été lessivé, sérieusement lessivé à l'issue de ce processus que nous avons connu. C'est vrai, c'est un pari qu'a tenu le bureau de l'Assemblée nationale en organisant cette cérémonie d'investiture. Le président Louis Vlavonou citait un discours de Maître Adrien Ngouegui tenu un 15 juin. Et lui, sa cérémonie d'investiture est plutôt pour un 27 juin. Je ne voudrais pas dire qu'il y a peut-être un nombre de jours quand même considérable qui sont écoulés. Les couloirs ont révélé certaines difficultés qui étaient celles de cette législature, l'état de la caisse qu'elle a qu'elle a hérité, et d'autres difficultés également. Vous n'êtes pas sans ne pas remarquer l'absence du prédécesseur. Je crois que la dernière fois, quand Adrien Ngouegui était à son investiture, il avait au moins son prédécesseur qui était aussi député, par ailleurs élu. Ah oui, mais la différence est grande. Oui. Son Ngouegui n'est pas élu député cette fois-ci. Il n'a pas été élu député, mais on aurait souhaité. Je ne pense pas que l'actuel bureau n'aurait pas pensé à l'inviter, certainement inviter. Lui aussi, s'il voulait faire la courtoisie à ses successeurs, pouvait, en soutien, être présent à cette manifestation. Il n'était pas là. Son absence pourrait être diversement interprétée. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas
l'agenda, voilà. Certains me diront que depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, Adrien Ngwedi a quitté le territoire national et qu'il il ne serait pas de retour jusqu'ici. Moi, à mon avis, en quelque sorte, on sait que cette présence va rehausser l'image de la cérémonie. Ne pas la voir laisse un vide qui pourrait être interprété ou une mauvaise interprétation que ceux qui ne portent pas dans leur cœur cette législature pourraient en faire. Niveau représentativité, oui, j'ai écouté le président de l'Assemblée nationale citer par exemple la délégation de la Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, que bon, je ne le connais pas physiquement sur les écrans de la télévision nationale puisque je n'étais pas sur le lieu. Je n'ai pas eu de précision particulière pouvant me permettre de le reconnaître. J'ai, moi, à mon niveau, fait le point des délégations qui ont effectué les déplacements, les principales délégations par ceux-là, membres de ces délégations qui ont pris la parole. Je n'ai pas vu le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire prendre la parole. J'ai vu parmi ceux-là qui ont pris la parole, le niveau de représentativité le plus élevé, je crois, c'est le premier vice-président de l'Assemblée du Burkina Faso, Benewende Stanislas Sankara. À part ce niveau, j'ai eu des deuxièmes vice-présidents, j'ai eu des gens qui ont prononcé des allocutions, qui ont beau siéger dans des parlements sous-régionaux comme CIP UEMOA, pour ne pas parler de Janvier Yawedéou, mais qui sont quand même béninois. Moi, à mon avis, ici... Janvier Yawedéou, c'est tout de même le président. On ne refuse pas. Si je voulais, oui, président CIP UEMOA, je vais de l'autre côté des parlementaires qui sont dans le réseau de lutte contre la corruption. J'ai vu également un Béninois prendre la parole. Si, comme Vigile Avancé le disait, Janvier Yawedéou, président du CIP UEMOA, ou je ne sais pas, c'est la commission, on dit non. Donc ça fait la CIP ou... Allez-y seulement. Il est très haut. CIP ou conseil, en tout cas, de l'UEMOA prendre la parole. L'autre Béninois est des parlementaires, du réseau des parlementaires qui luttent contre la corruption. Donc, en matière de prestige, c'est relativement moins que ce qu'on a. C'est mon appréciation. C'est en dessous de la moyenne. Je ne dirais pas en dessous de la moyenne. Comparativement à la dernière, pour moi, c'est un peu moins. Mais une investiture reste une investiture. Et c'est pendant le mandat, en tout cas, par les actes qui seront posés par la suite, qu'on pourra voir si le Parlement réussira l'un des défis principaux qui sont les siens, à savoir asseoir sa légitimité, amener le peuple béninois à avoir confiance en lui. Le Châtinéou, malgré tout, contre vents et marées, ce Parlement déroule tout au moins son chronogramme. Finalement, l'investiture a été organisée. On peut dire que finalement, on apprend finalement, et de l'intérieur comme de l'extérieur, à accepter ce Parlement. Il faut déjà reconnaître que ce nouveau Parlement est en quête de légitimité. C'est juste pour montrer à la face du monde que malgré tout ce qu'on dit, ce Parlement quand même se bat pour donc répondre aux aspirations du peuple béninois. Il ne faut jamais l'oublier. Dans les réactions qui aujourd'hui, sinon dans les réseaux sociaux, vous n'êtes pas... il n'est pas rare de constater que les Béninois aujourd'hui se prononcent de plus en plus sur la réaction de l'extérieur. Le Bénin aujourd'hui, sinon le Parlement béninois, voilà, vu de l'extérieur. Et donc, sur ce point de vue, il faut donc associer tout cela, il faut inviter nécessairement ces parlements frères, ces députés quand même de la sous-région pour qu'ils viennent assister, pour qu'on puisse montrer que au-delà de tout, même si les Béninois aujourd'hui n'acceptent pas dans leur entièreté ce parlement, de l'extérieur, on a quand même une autre appréciation, une autre manière, une autre approche de la chose. Il n'est pas rare également. Vous pensez qu'on est plus clément avec ce Parlement de l'extérieur dans certaines chancelleries? Non, mais c'est ce qu'on veut en tout cas montrer aux Béninois. C'est l'image qu'on a envie de renvoyer aux Béninois, parce que il y a très peu de temps, on a vu également sur les réseaux sociaux que
des députés béninois seraient refusés ou qu'on aurait refusé d'octroyer ou d'accorder des visas à des députés béninois. Donc, vous voyez ces rumeurs qui montrent déjà que, bon, même si dans l'espace Schengen, on refuse donc les députés béninois, il faut montrer tout au moins que déjà dans la sous-région, que nous avons des liens avec des parlements ou avec d'autres parlementaires. Donc, aujourd'hui, l'image qu'on a envie de renvoyer, sans cette image-là, les Béninois peut-être auraient dit, vous voyez, c'est ce que nous étions en train de dire, même au niveau de la CEDEAO, les gens ne sont pas venus, même au niveau de l'Union africaine, il n'y a aucune représentation internationale, donc par conséquent, au niveau de l'Afrique, le Parlement est également rejeté. Donc, au fait, c'est juste pour une quête de légitimité, comme je l'ai dit. C'est pour le confort de l'image. Justement, pour le confort de l'image, prouver en tout cas que, ah oui, c'est vrai, il y a eu, et d'ailleurs vous l'auriez constaté dans le discours du président de l'Assemblée nationale, il a situé un tant soit peu les responsabilités, il a parlé de tout ce qu'on a eu comme événement à partir du 28 avril, qu'il a déploré bien entendu, et après, il dit, il faut que nous puissions continuer, nous allons donc œuvrer pour donc que la paix revienne dans notre pays, le Bénin. Donc c'est dire que on a aujourd'hui envie de faire accepter à tout le monde ce qui s'est passé. Il faut dire, nous sommes déjà installés. Aujourd'hui, c'est l'investiture du président. Nous allons continuer. Il n'est plus question en réalité de reculer. Et voilà. Justement, Louis Chatinéou, quand on écoute Louis Vlavonou, c'est clair. Les réformes ont été appelées depuis longtemps. Cette législature, la 7e qui a déposé donc le tablier, n'a fait que reprendre l'esprit, les réformes de Maître Adrien Mbedi qui, déjà dans son discours, avait annoncé les couleurs. Et c'est là que je suis un tout petit peu touché, frustré, parce que je me dis, au-delà de tout, c'est vrai, il faut pas... On joue quelquefois sur les mots. C'est vrai, nous avons besoin de réformes, on a besoin, il faut quand même toiletter des tests, il faut toiletter nos tests, mais pas de cette façon. Est-ce que c'est de cette manière où le peuple béninois a voulu qu'on organise par exemple les élections passées? Moi je dirais non, parce qu'il a reconnu que même ceux qui se sont déplacés pour aller dans les urnes, pour voter, pour accorder leur suffrage, ils étaient et qui ne se sont pas retrouvés au niveau, sinon dans les deux listes qui étaient donc au choix, ils étaient légion, ceux-là ils étaient nombreux. Donc quand on prend déjà le pourcentage de ceux-là, écoutez, il y a quand même de quoi se dire qu'il y a un malaise profond qui quand même se déroule, ou qu'il y a un malaise profond, c'est non seulement entre la classe politique béninoise et le peuple béninois. Donc, vous pensez que nous l'avons pour une fois dans le camp donc des acteurs soutenant le régime reconnaît qu'il y a une crise au Bénin? Il reconnaît, mais de quelle façon? Il reconnaît qu'il y a une crise, mais il dit non seulement qu'il déplore les violences qui ont eu lieu, que ce soit le 28, le 1er, le 2 et bien après, et voilà, c'est des actes qu'il condamne, il condamne ces actes, mais il parle tout au moins, il parle de réformes courageuses, il parle donc du fruit donc de ces réformes ayant abouti à cette législature. Moi je pense personnellement que dans ce contexte-là, tel que les choses se sont déroulées, les fruits ou ce qui a porté ou tout ce qui a permis à ce qu'on ait cette nouvelle législature, en tout cas, ne permet pas à ce que ce Parlement ait une certaine crédibilité ou une certaine légitimité aux yeux de certaines personnes. Ils peuvent tout faire. Je dis, parce que, quand Vigile parlait tout à l'heure de qu'il n'y aura pas de sacrifice de trop, j'oublie exactement l'expression que lui-même il a utilisée, je me dis, quel sacrifice? Parce que c'est comme si on est prêt à tout, même renoncer à son poste, à son fauteuil. Mais je crois qu'ils ne sont pas dans ce contexte-là. Non, ils ne sont pas dans ce contexte. Et vous allez voir tout à l'heure. Les violences, tout au moins les violences, si je me dis cette 8e législature était épris de paix, ou du moins s'il voulait véritablement se battre aux côtés du peuple béninois, tout au moins les violences, les dernières violences là, il devrait quand même y avoir des questions orales au gouvernement. Je me demande, est-ce que ceux-là,
c'est parce qu'ils ont déjà compris tout ce qui s'est passé. Ils ont compris également, comme le ministre de l'Intérieur, que ce sont des badauds, des délinquants qui seraient recrutés ou de l'autre côté de la frontière pour donc semer cette pagaille dans notre pays. Je me dis, s'ils doivent se retrouver du côté du peuple béninois, il y a des choses qu'ils doivent faire. Le président, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'Assemblée, il a cité son prédécesseur, Ongwedi, comme quoi Ongwedi voulait déjà qu'on réduise le nombre de partis politiques au Bénin. Réduction du nombre de partis politiques n'est pas désignation des partis politiques désormais devant jouer le rôle ou l'animation de la vie politique dans notre pays. Les deux partis qui étaient aux dernières élections, c'est pas le peuple qui a choisi, ou c'est pas le peuple qui a dit finalement, ce sont ces partis politiques qui vont nous représenter. On parle de, je ne sais pas, de 10 représentants par... sinon, non, 50 représentants par commune. Je crois que c'est un peu l'effectif. 10 par commune fois 70, entre-temps. oui. Voilà, donc c'est... Désormais plutôt. Désormais, 10 plutôt par... 15, hein, plutôt 15, non, 15 par commune. 15 voilà. par commune. Oui, Voilà. 15 par commune, donc ça doit donner 1555, je crois. Donc, est-ce que c'est ça qui, en fait, faisait défaut à ces partis politiques qui ont été recalés? Encore que lorsque vous voyez le nombre de ceux-là qui se sont abstenus, le nombre de ceux-là qui n'étaient pas aux élections, ceux qui ont voté les bulletins nuls, vous vous rendez finalement compte que ce n'est pas le nombre de partis. S'il fallait avoir véritablement de partis politiques au Bénin, c'est pas ces partis politiques Donc, que en nous clair, avons. Ulrich C'est-à-dire que la réforme a échoué. Vous Il faut- regrettez il faut- donc ces réformes. Oui, et par la réforme contre, a échoué. Et malgré tout, Louis Vlavonou, Vigile Arancère, il parle donc des réformes qui auraient accouché d'une démocratie véritable et non de façade. Et puis il assume ces réformes, même s'il regrette par ailleurs les violences qui en sont découlées. Non, j'avais dit tantôt qu'on le voyait assis, disons, sur deux chaises, capable de se défendre, de s'assumer d'abord en tant que fruit de cette élection contestée, mais en même temps obligé, n'est-ce pas, de se positionner comme étant la solution ou se mettant sur la voie, n'est-ce pas, pour aider à trouver la solution. Je vais revenir sur la question de, disons, Parlement étranger représenté. Moi, je crois qu'il faut relativiser. C'est vrai que le contexte nous oblige à faire attention à ce détail-là. Je ne sais pas combien faisaient attention aux autres cérémonies d'investiture par rapport, n'est-ce pas, à la représentation d'autres parlements. Ça n'avait jamais été non plus une kermesse des fois d'avant. Les présidents, c'est vrai, il avait toujours de délégations, n'est-ce pas, comme ça, mais de président d'Assemblée nationale, c'était 3. D'habitude, quand c'est trop, 3, rarement 4. Donc, on peut dire que... C'est pas du nouveau. C'est pas du nouveau, c'est à relativiser. Le président de l'Assemblée nationale actuelle n'a pas le même charisme. Il n'a pas encore fait, n'est-ce pas, ce chemin qu'a fait Adrien Ngwedi, son prédécesseur, qui, rappelez-vous, était pour la 3e fois président de l'Assemblée nationale, a du relationnel à l'international. N'oubliez pas qu'il a occupé, par exemple, de grands rôles dans le Parlement ACP UEMOA avant de partir. Donc, il a du relationnel. Et puis, souvent, ces parlements qui viennent ou qui envoient des délégations, c'est dans le cadre, n'est-ce pas, de la coopération parlementaire, souvent sous-régionale. Ces présidents qui sont venus, je crois que, je me rappelle, il y a eu une fois l'Ougandais qui est arrivé, mais sinon c'est souvent de la sous-région également, le Togo. C'est bizarre, je n'ai pas vu le Togo, je n'ai pas entendu parler de sa délégation non plus, mais sinon c'est le Togo, le Burkina, le Niger, ça tourne toujours comme ça dans ce mouchoir-là. Et donc, pour moi, il faut situer ça dans ce pan-là, à savoir que le président doit pouvoir faire son chemin, tisser son relationnel et, vous voyez, donc asseoir sa légitimité dans la sous-région. On ne peut pas encore, de mon point de vue, être trop sévère là-dessus. C'est vrai que 70%, au moins de 70% de Béninois ont donné leur
caution à ce Parlement-là. Mais la bataille de la légitimité du Parlement 8e législature, c'est de fait, de mon point de vue. C'est de fait. Il n'y a pas de discours autour. Après, on peut disserter sur les raisons pour lesquelles les électeurs ne sont pas sortis. Justement, quand on écoute Louis Lavonu, il estime que les bulletins nuls, par exemple, traduisent quand même une contestation dans le rang donc, des citoyens. Le taux d'abstention, par contre, peut être lié au boycott lancé par les opposants, par exemple au caractère nouveau donc, du système partisan, et puis surtout à l'absence de la distribution des sacs de riz, de l'argent en période électorale. Oui, il n'est pas le premier à disserter sur les raisons des absences, n'est-ce pas, des électeurs dans les urnes ce 28 avril. Mais pour moi, ce qui est important et ce qui est osé de sa part, c'est quand même de parler, n'est-ce pas, des bulletins nuls. Parce que ça, on ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez. On n'a même pas entendu ça au niveau de la Cour constitutionnelle, notamment. Oui. On a entendu cela. C'est au niveau de la Sénat qu'on a la Sénat. C'est à la Sénat qu'on n'en a pas entendu parler, plutôt à la Cour. On l'aurait rajouté, n'est-ce pas? On aurait... Bon, est-ce les méchants qui disent ça, mais le contraire n'est pas arrivé. Mais on l'aurait dispatché sur les deux parties et ça fait le nombre que ça fait. Mais moi, je pense que si ce discours-là était passé par certains officiers, on aurait peut-être biffé cette partie-là. Censuré. Oui, donc c'était osé, c'était, de mon point de vue, franc quand même de parler. Quand même. Tous les Béninois, les 27% qui sont officiellement sortis, n'ont pas non plus donné leur caution. On dit que, non, pas qu'on dit, c'est même officiel. Ceux qui ont donné leur caution, c'est les 22 ou 23% reconnus par la Sénat, qui nous a dit qu'elle ne prend pas en compte les bulletins nuls. Donc la charge de bulletins nuls, c'est tout de même 5% là. Donc c'est pas mal non plus comme expression. Est-ce que vous voyez cette expression subtile de la part de Louis Lavonu comme étant une tentative de s'attirer les grâces des Béninois? Il est honnête finalement dans la reconnaissance même de ce qui s'est passé en assumant publiquement. Non, moi je connais un peu Louis Lavonu personnellement. Je crois que ça doit être par rapport à ce pan du discours un trait de personnalité obligé d'être un peu franc quoi là-dessus. Il a reconnu. Mais maintenant, est-ce que c'est à l'endroit des Béninois pour les charmer? Il est clair que c'est un exercice de charme. Il est contraint. Il est contraint à ce exercice de charme, vu le contexte. Maintenant, encore une fois, il n'aura pas de charme qui paiera si, au-delà du discours, il n'y a pas d'actes concrets. Parce que bientôt, il a annoncé les négociations, même si les négociations commençaient, sa personne même peut être récusée parce que, comme je le disais, il peut être vu comme la faute, le fruit de la faute, le symbole de cette législature, cette 8e législature. Et certains partis sont légitimés à le recuser, par exemple, à le recuser en recusant la 8e législature. Donc, ça ne va pas être du tout facile pour lui. Pensez-vous qu'il va s'attirer des problèmes à l'interne? À l'interne, c'est-à-dire en osant et en assumant publiquement ce discours de bulletin nul qui n'a jamais fuité de nulle part. Ah non, ce que je sais, il est clair qu'il doit apprendre à s'attirer des problèmes. Il est clair que s'il veut être, disons, ce côté froid qu'il a toujours exhibé, il ne s'en fatigue pas, hein. Ça fait la seconde sortie du genre où il met en exergue le bon Dieu, il met en exergue, n'est-ce pas, disons, les problèmes qu'il a eu dans cette élection-là et son engagement à participer à la résolution de ces problèmes-là. Il est obligé, de mon point de vue, s'il veut réellement participer à la résolution du conflit, de la crise, comme il l'entend, être obligé de frustrer, être obligé de s'attacher, n'est-ce pas, ce devoir d'ingratitude, je veux dire, en ne regardant pas forcément ceux qui ont pu œuvrer à son ascension, ceux qui ont œuvré à ce destin de président de l'Assemblée nationale. Saturnin Diassou, avec vous, nous évoquons
Vous allez quand même y aller de façon précise, hein, puisqu'il y a encore beaucoup de développement. Parle de retour en arrière, je vous en prie. Je souris parce qu'il y a quelque chose à envoyer. Voilà, pas de retour en arrière surtout. Alors, dans ce discours, il y a un fait nouveau. On voit pour une toute première fois un acteur donc, du pouvoir, Louis Vlavonou, deuxième personnalité donc, de l'État, assumer publiquement qu'il y a eu des morts dans des affrontements, dans des violences qui ont découlé donc, de l'organisation de ces élections. Il regrette donc les violences, mais il assume quand même qu'il y a eu des Béninois qui ont succombé. Le président de la République avant lui a reconnu à sa manière qu'il y a eu mort en utilisant ce fameux verbe devoir. Des personnes ont dû perdre la vie. Avant le président de la République, on a évoqué, avant d'en arriver là, vous le permettez quand même, hein, que je surfe un peu sur ce que Virgile a dit. Oui, Louis Vlavonou, je ne remets pas, je ne compare pas son charisme au charisme de Adrien Humbedi, à tout le parcours de Adrien Humbedi. Je le vois, lui, là comme un agneau qui est posé à l'autel du sacrifice et qui se retrouve à jouer malgré lui ce rôle. Le connaissant d'une certaine manière aussi, je sais qu'il n'est pas aussi fier que ça d'être président de l'Assemblée nationale dans les conditions qui sont celles actuelles. Mais quand on accède à cette instance dans ces conditions-là, il y a l'opération de charme dont nous parlons qui peut être déclenchée. Parce qu'avant cette investiture, beaucoup attendaient. Quand ça ne venait pas, il y a des Béninois qui réclamaient la cérémonie d'investiture, voulaient savoir si cette législature, le bureau ne voudrait pas offrir, en tout cas sacrifier à cette tradition d'investiture du Parlement. Ça est arrivé, quel que soit le moment que chacun apprécierait, c'est quand même arrivé. Quand on y va, quand on a cette attente, quand on a ces informations, ces dénonciations qui disent déjà que oui, on a un Parlement qui est rejeté, qui ne serait pas accepté, des députés qui ont sollicité un visa pour aller dans l'espace Schengen quelque part, et à qui on a refusé le visa et tout, on ne peut pas ne pas en tenir compte dans l'organisation de la cérémonie d'investiture. Et outre cela, on pose la question sur les délégations qui ont arrivé. Le corps diplomatique accrédité au Bénin, combien on l'a vu d'ambassadeurs présents à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Eux n'ont pas besoin de quitter l'extérieur pour arriver à Porto Novo pour cette investiture. Combien on en a connu. Et puis, l'autre kermesse dont moi je parlerai, c'est quand même la population. C'est quand même la population. Même loin, vous verrez sur des images que la circulation, quand même, beaucoup n'étaient pas intéressés par ça. Mais est-ce que n'ont-ils pas, par le nom de ces Béninois-là, n'ont-ils pas été dissuadés par contre par ce dispositif militaire et sécuritaire installé autour du Parlement? C'est déjà un problème les autres années. C'est pas qu'il n'y a pas eu de dispositif sécuritaire autour du Parlement, il y en a eu. Mais malgré ça, il y a quand même cette part qui avait été réservée à ces populations qui voulaient faire le déplacement. Quand Guillaume Soro était arrivé, il était ovationné par les Ivoiriens résidant au Bénin. Et puis, Guillaume Soro, à l'époque, était dans des circonstances en Côte d'Ivoire où, oui, il était quand même porté, le jeune qui a osé, qui a eu l'audace jusqu'à un certain niveau. Il y avait quand même cette part qui a été réservée à la population. Même quand le président de la République se déplace, il y a quand même, même si c'est un cordon sécuritaire qu'on met quelque part, on permet à la population d'assister d'une manière ou d'une autre à ce qui se passe. On n'a pas senti cette communion. C'est là la kermesse que moi je voulais évoquer. Je n'accuse pas Louis Vlavonou. Il a accédé à un poste. On ne peut pas le comparer à Adrien Humbedi, à tout le parcours de Adrien Humbedi, oui. Candidat des élections présidentielles, ancien ministre, chef de parti et tout ça. C'est pas le même charisme forcément, mais il y a quand même quelque chose qu'on pouvait déployer pour d'une certaine manière chercher à soigner l'image pour donc en venir à ce que vous avez dit. Oui, Louis Vlavonou assumer ce qui s'est passé, reconnaître qu'il y a des morts. Un homme qui se propose pour la médiation à une sortie de crise, mais qui, c'est là que le problème va commencer peut-être par se poser, s'est associé à certaines initiatives sur la 7e législature, à certaines propositions de loi qui ont été décriées par la population, qui ont été dénoncées par la population, qui pourraient faire aujourd'hui que, même en se positionnant, en voulant être la personne neutre, la personne qui, et ça, j'ai salué ça à travers son discours, n'a pas voulu prendre position dans ce qu'il y a eu. Il a participé à ça, il est du problème, il a été élu
dans cette situation controversée. Gilles, par contre, dit qu'il est même le symbole du problème. Mais oui, si vous sortez de là et qu'on dit qu'une législature est sortie dans ces conditions-là et que vous vous retrouvez président, c'est que vous êtes la première personne qu'on voit du problème. Vous êtes la tête du problème. Vous êtes qu'est-ce qu'il faisait? Je ne voudrais pas utiliser cette expression-là. Vous êtes la première personne qu'on voit, la première personnalité pour aussi de cette législature mal aimée, c'est lui, Louis Lavonu, qu'on le veuille ou pas. Et je disais que ça lui est cette position qu'il a eu à adopter. Il pouvait faire comme beaucoup d'autres en voulant parler des raisons pour lesquelles des partis politiques n'ont pas accédé à cette législative et dire que ces partis n'ont pas voulu. Mais Louis Lavonu n'a pas dit ça. Il a dit pour plusieurs raisons, qu'il n'a pas voulu pour diverses raisons, des forces politiques n'ont pas pu prendre part. Il ne leur a pas jeté le tort. Et il a même qualifié leur frustration de légitime. C'est ne pas se mêler, ne pas se mettre au-dessus de la mêlée pour moi, que d'adopter cette position et de parler. Et en même temps... Vous voyez tout de suite Louis Lavonu incarné dans ce leadership pour tempérer. Il prend déjà de la hauteur, un homme de carrure. Il essaie de prendre de la hauteur. Mais quand on... Qui incarne désormais son titre de deuxième homme fort du pays. J'en venais là. Il essaie, pourquoi je dis il essaie de prendre de la hauteur. Maintenant, avec toutes ces bonnes intentions qu'il affiche, avec toute sa volonté de contribuer, de dire qu'aucun sacrifice ne sera de trop pour qu'on sorte de là, de reconnaître que l'un des défis de cette législature sera de regagner la confiance, de reconnaître que dans les urnes, il y a une proportion non négligeable de Béninois qui, malgré le déplacement, s'est exprimé par une proportion, par le bulletin nul, et qu'il y a une majorité plus écrasante qui s'est abstenue. En reconnaissant tout ça, en analysant les défis à relever, en promettant, en tout cas en exhortant cette législature à relever ce défi, on se posera la question de savoir qu'est-ce qu'il peut faire lui-même, en quoi peut-il peser dans la balance pour que cette balance se penche du côté du plateau qui, en quelque sorte, est... Mais déjà qu'il apparaît comme cet homme plus ou moins centriste, il n'est plus finalement... le jusqu'au boutiste, celui-là qui porte forcément dans son cœur jusqu'à la mort, Patrice Talon, on peut dire que des amours peuvent fuiter dans le camp de l'opposition pour lui. Non, moi je ne dirais pas ça. Parce que ceux-là qui sont en face, qui le regardent, savent que lui, il a beau être Louis Lavonu, deuxième personnalité de l'État, il ne pourra pas grand-chose face à cette majorité BNP à l'Assemblée nationale. Il a beau tenir ex-BNP. Bon, ex-BNP, comme il faut le dire. Vous pensez déjà que le BNP sera ressuscité? Quand le BNP qui est là, si vous exagérez, si vous voulez être sévère, on peut dire que c'est toute la 8e législature qui est désormais le BNP, voilà, non, c'est ça. Qu'est-ce que cette hirondelle peut, dans le printemps qu'il annonce? Il ne peut pas grand-chose, Louis Lavonu. Est-ce que lui, il va chercher à s'opposer à un Patrice Talon qui est là, qui a conçu, qui a préparé cette réforme de l'homme? Il a beau parler de réforme du système partisan en évoquant Adrien Oumbedi. Moi, je serais contre, je ne serais pas d'accord s'il évoque l'esprit de cette réforme que Adrien Oumbedi a eu à appeler. Adrien Oumbedi n'a pas appelé la réforme, en tout cas, sous cet angle-là. En preuve, j'en veux pour preuve. Lui, Adrien Oumbedi, quand il a été mandaté par Patrice Talon à la veille des législatives dernières, et lui qui avait pris la réforme, se retrouve en position où même des propositions qui ont été faites dans le cadre du dialogue qui a été tracé au Parlement, il sort une autre copie parce qu'il veut permettre, il sait qu'aller à cette législative de façon exclusive, c'est un problème, lui qui a pris la réforme du système partisan et qui a remarqué que 2 partis vont aux élections. Il a voulu forcer la chose pour qu'on ait plus de partis. C'est dire donc, déjà qu'il n'est pas d'accord. Il y a eu compromission donc, de l'esprit de la réforme. Donc c'est la réforme de Patrice Talon, ce n'est pas la réforme voulue. De Adrien Oumbedi. Louis Chatindeou, très rapidement avec vous, on ne va pas cristalliser donc, le débat sur la crise et enfin encore une fois la crise. Louis Lavonu, il invite ses collègues à la ponctualité. Il déplore les retards, les absentéistes, notamment reconnus au Parlement, et surtout il les invite à intensifier plus l'action de contrôle de l'action gouvernementale. À saluer. À saluer, bon, c'est encore un discours, on dirait politique. Hein, il veut faire un faux décalé. Non, mais ça m'arrache quelques souris parce que quand vous regardez l'homme dans sa posture, c'est vrai que c'est bizarre. Hein, Louis Lavonu, dans l'arène politique, ou sinon quand vous écoutez certaines personnes, on vous dit que quand même il est bon. Louis Lavonu n'est pas celui-là qui
il est quand même son côté humain. Malgré qu'il a été c'est- porteur donc des lois sur la Oui. suppression du droit de grève, par exemple, beaucoup d'autres choses. Oui, c'est peut-être ne pas aussi connaître la personne. Bon, je prends par exemple la déclaration de Komi Koutié, qui trouve en tout cas que le problème n'est pas Louis Vlavonou. Louis Vlavonou, en réalité, n'est qu'un pignon, peut-être pour certains qui sont dans un jeu donné et qui voudraient peut-être faire passer des choses. Donc, il est, bon, je ne dirais pas manipulé, mais il est en tout cas un acteur d'un système qui ne peut véritablement pas changer. C'est pourquoi je reviens donc à votre question. Il invite ses collègues à la ponctualité. Je ne sais pas si il pourra, c'est vrai, il a parlé donc d'actualisation, sinon donc de la modification du règlement intérieur. Il a même tout le monde de drapeau déjà. C'est quand même voilà. Les bonnes manières ont repris le Parlement. Oui, les bonnes manières ont repris, mais pourvu que cela dure. On est là, on va constater si Vous le voyez les choses véritablement vont changer. déclencher, vous le voyez déclencher auquel cas donc des mesures coercitives C'est pas contre possible, des députés c'est pas absentéistes possible. parce Non, que je dis, on je n'applique ne pas le vois règlement. Vous avez Je ne le vois pas dans cette posture. des députés qui sont des opérateurs économiques qui ne viennent jamais au Parlement. Est-ce qu'il pourra faire ça encore que c'est la même famille? Vous avez vu l'élection, mais il était seul à être candidat au poste de président de l'Assemblée. Vous avez vu comment les choses se passent depuis. Et pourtant, il n'a pas eu l'unanimité des voix. Seul, mais pas l'unanimité des voix. Non, ben, écoutez, combien n'ont pas voté pour lui? Allez-y voir. Donc, je pense personnellement que le problème ne se poserait pas à ce niveau. Qu'est-ce qu'il va faire pour donc changer la donne à ce niveau? Je ne crois pas. Est-ce qu'il pourra véritablement faire pression sur ses collègues pour qu'ils puissent contrôler l'action gouvernementale? Je ne crois pas non plus. Je ne crois pas. Je ne croyais pas. Je ne crois pas. Vigile avanceur. Il ne pourra pas. Louis Vlavonou appelle donc à renforcer le contrôle de l'action gouvernementale et il combattra les absentéistes dans ce Parlement. Est-ce que vous le voyez incarner cet homme de transformation qui insuffle une nouvelle dynamique dans ce Parlement? Je revois Adrien Mbedi, il a 4 ans aussi appelé à la ponctualité, désormais ça va être Lui qui a tellement été présent, 10 heures, tout le qui avait monde là. tellement été présent par le passé, et qui est arrivé réclamer la ponctualité. Donc ça me fait sourire parce qu'à l'Assemblée c'est difficile à obtenir. On peut dire réclamer la ponctualité au Parlement. Et le premier à le savoir, c'est d'abord celui qui le dit. C'est Louis Vlavonou lui-même qui sait que c'est compliqué. L'absentéisme, oui, c'est prévu dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On peut sanctionner ça, mais ça n'a jamais été déclenché, ça n'a jamais fonctionné véritablement. Sinon, il a un député qui s'appelait Salifou Issa Saleh, c'était l'absentéiste, l'absent devant l'Éternel. Mais il n'a jamais été sanctionné, par exemple. Je me rappelle, il a au moins un de rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale qu'il avait désigné à personne parce que bien malin Nago qui avait à l'époque fait prendre note, n'est-ce pas, de chaque présence et de chaque absence et le recommande, c'était notre salaire national. Et donc, il va vous demander de réponse. Non, il n'a pas de problème. Mais il a les archives. Il a les archives. Et il ne viendra finalement pas exercer son droit. Il va se rendre compte qu'il a tort. Libre à lui. Maintenant, pour le reste, vous parlez de contrôle de l'action gouvernementale. La chose est possible. Si le Parlement en 8e législature reste en l'état, je crois que l'un des défis majeurs, ça va être ça. Parce que ce Parlement-là est un Parlement naturellement en caisse de résonance, on aurait dit. Et donc, le défi maintenant, le challenge, c'est d'apporter le contraire de ce que les gens pensent, de l'idée que les gens pourraient avoir. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va être sincère? Moi, j'ai vu les débats, les premiers débats là où on parle de débat houleux, tout le reste. Non, je ne sais pas sur ces genre de choses qu'on parle de débat houleux. C'est pas sur des accords. Non, c'est pas sur des accords de ratification. Non, c'est pas. Il a un peu trop de communication. On ne peut pas refuser ça. Hein. Parfois, c'est des initiatives personnelles qui pour plaire à tel ou tel. Mais bon, les Béninois sont lucides, moi je pense. Et ils attendent donc. Tout ça pour finir, c'est un discours, ça reste d'abord un discours. Tout le monde, c'est comme, ça me rappelle quand on était sur les bancs,
on peut vous faire écrire tout, hein. Vous êtes président de l'Assemblée nationale, élu dans un tel contexte. Bon, écrivez votre discours d'investiture. Vous pouvez écrire, vous pouvez plaire, vous pouvez écrire le meilleur, mais c'est l'application. C'est dans les actes qu'on va vous juger. Et je crois que Louis Vlavonou doit savoir qu'il est jugé, lui et ses pairs. Ils sont jugés chaque jour par les Béninois. Ils sont observés. Et bon, voilà, les Béninois en tireront le moment venu les leçons qui se ravisera. Voilà. Et nous observerons encore et encore ce Parlement à l'épreuve du temps. Nous observerons ce Parlement pour voir un peu entre la pratique et les discours prononcés donc aujourd'hui. Est-ce qu'il y a véritablement harmonie? Merci donc à vous, Saturnin, Ulrich et puis Vigile d'être passé opiné ce soir sur mon plateau. Je vous donne rendez-vous encore une fois demain à partir de 18h. Ça s'appelle encore Intégral.